Vous regardez Al24 News, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième partie de votre émission hebdomadaire Hebdo Show, on poursuit notre débat autour du 17 octobre, journée nationale de l'immigration. Mehdi, vous aviez la parole, vous nous parliez de Maurice Papon. Toujours ce sinistre et lugubre personnage. En 1958, en mars 1958, il a été nommé préfet de police de Paris. Et il avait en tête de faire ce qu'il a fait aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, aux Algériens de France et surtout de Paris pendant les événements, les manifestations qu'il y avait des Algériens du FLN pour réclamer l'indépendance. En mars 1958, à partir de mars 1958, les Algériens n'étaient plus du tout en sécurité à Paris. Et c'est là où il y a eu, je le dis sur ce plateau, une chasse aux Algériens qui a été orchestrée par Maurice Papon. Aussi, hein. Il chassait les Algériens et tout ce qui était algérien devait être complètement éradiqué. Donc il a repris exactement les mêmes méthodes qu'il a utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il les a utilisées avec les Algériens. Il faut savoir aussi que c'est lui qui a la fameuse manifestation du Parti communiste français en 1961, il me semble. C'est également lui qui s'est occupé de l'éradiquer avec 9 morts, même à Charonne, exactement, même avec des politiques français. Donc il y a eu aussi des politiques français qui ont été tués en février 62, quelques mois avant l'indépendance. Donc c'est un homme exécrable, c'est un homme où l'histoire s'est rappelée de lui en 98, plus de 35 ans après, mais c'est un homme qui a beaucoup de sang sur les mains. Badi Srenissa, je voulais qu'on revienne sur la symbolique de cette page clé de la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Petits et grands se sentent concernés par cette commémoration finalement. Tout à fait, c'est un acte civique avant toute chose, mémoriel, et d'ailleurs le président de la République l'a rappelé. Et on nous l'apprend dès le plus jeune âge, Absolument. sur les bancs de l'école. Vous savez, la mémoire, ce n'est pas un musée, c'est un mandat. La mémoire, elle est active. La mémoire, c'est le lien utile, notamment entre le passé et les générations actuelles et futures. Donc vous voyez bien qu'il y a effectivement un travail de fond que le président de la République, d'ailleurs, à travers ces événements, ces tragédies notamment, essaye de mettre en lumière, mais surtout aussi au-delà de ressasser le passé, c'est aussi de mettre ce passé colonial en face de ses responsabilités. Oui. C'est ça ce qui est important aujourd'hui. Vous savez, d'ailleurs, le président de la République articule aujourd'hui cette mémoire active, que j'ai appelée active, avec notamment la mémoire comme boussole morale. Il est très important de le dire. Et c'est pour ça qu'on parlera davantage sur Papon. Et aussi, n'oublions pas que dans ce discours, il a évoqué la diaspora, notamment notre communauté nationale établie à l'étranger, qui a souffert des affres, notamment la 7e wilaya à l'époque, des affres du colonialisme aveugle, notamment, qui a payé de l'impôt, ce que j'ai appelé l'impôt du sang, justement pour qu'aujourd'hui, cette liberté éclaire nos pas et continue à éclairer les générations futures pour comprendre quel lourd tribut avait été payé par nos aïeux. D'une part. D'autre part aussi, il y a ce que j'ai qualifié de la part du président de la République, cette diplomatie de la dignité. C'est quoi? C'est ce qui relie, on va dire, l'histoire, la cohésion nationale notamment, et la projection. Projection, très important un mot, parce qu'on a besoin de prospective, mais on a besoin aussi de connaître notre passé, notamment notre lourd passé, notre souffrance intrinsèque. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il est important de l'incarner, l'illustrer effectivement, mais aussi avec la minute du silence. Ça a été évoqué tout à l'heure. Oui. La minute du silence, vous savez, pour moi, c'est plus qu'une minute de silence, c'est une génération de conscience. Parce que quand vous faites ça dans les écoles, vous êtes en train d'éduquer ces enfants à comprendre le passé colonial, à comprendre ce que leurs aïeux ont subi, pour mieux cerner le futur et pour mieux le protéger, notamment à savoir la souveraineté lourdement acquise. Maintenant, effectivement, si on parle de Papon, vous savez, je ne vais pas trop tendre avec lui parce que c'est un boucher. Le boucher de Paris, moi je l'ai qualifié, cet homme. Vous savez, Papon fut l'architecte, n'oublions pas de... Je pense que c'est faire insulte au boucher que de traiter de boucher, le sanguinaire... Génocidaire. Génocidaire de Paris, moi je pense. Vous savez... Maurice Papon fut, faut le rappeler, l'architecte de 2 tragédies. La tragédie d'abord de la déportation des Juifs, plus de 1600 Juifs, quand il était préfet en Gironde, notamment à Bordeaux. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse si vous me permettez. La grande mosquée de Paris à l'époque, elle a fait quoi?
Elle a donné des actes musulmans à des juifs pour les protéger. Pour les protéger, les sauver, parce qu'il était question de questions existentielles, donc de survie. Exactement. Exactement. Donc il y a cette tragédie, et il y a la deuxième tragédie, effectivement, le sang des Algériens qui a coulé, notamment, et qui ont été noyés dans la Seine. Maurice Papon aussi, j'ai envie de vous dire, c'est le visage du pouvoir colonial démasqué. Maurice Papon, c'est aussi, je dirais, de Vichy à la Seine et de Constantine à Paris. Parce qu'il était à Constantine. Parce qu'il a fait cette analogie, effectivement. Il n'est pas venu les mains vides, malheureusement. Il a retranscrit, retransposé ce qu'il avait fait en Constantine en période coloniale. Et aussi, Papon, par ce transfert, je dirais, morbide, notamment, a été le bras armé du colonialisme, notamment par rapport à la guerre d'Algérie en France, puisqu'il a importé effectivement le mode opératoire. Et enfin, Maurice Papon, c'est un peu l'héritier aussi d'un système colonial violent et aveugle qui se regarde dans le miroir de la terreur qui l'incarne et qui le caractérise. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, effectivement, jusqu'aux années 70, Maurice Papon n'était pas inquiété. Vous savez pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a... cela illustre ô combien le colonialisme et le vichisme, finalement, partagent la même matrice. Une matrice aveugle et violente. Et je finirai, effectivement, où on voit effectivement de la collaboration, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a quand même collaboré avec le gouvernement de Vichy, qui a été effectivement préfet en Gironde, et il a même fait de l'excès de zèle du nazisme, notamment plus que les nazis eux-mêmes, puisqu'il faisait plus que son travail de bureaucrate tortionnaire et génocidaire. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a fait de la répression un outil politique, notamment. Donc vous voyez bien qu'effectivement, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas de conviction, qui n'a pas d'état d'âme, qui est opportuniste. Et j'en veux pour preuve sa trahison à Jean Moulin. Vous voyez bien que c'est quelqu'un qui, encore une fois, aujourd'hui, continue à incarner ce colonialisme, et surtout aussi cette France vichiste, notamment, qui aujourd'hui, beaucoup de Français ne veulent pas voir en face et qui essayent de faire oublier ou d'occulter. Badis, vous avez parlé du système nazi, pardon Nouad, vous avez parlé du système nazi. La nuit du 9 octobre 1938, il y avait la nuit de cristal à Berlin. C'est-à-dire que la police nazie avait attaqué les Juifs, avait tué des Juifs, il y avait des rafles, etc. On a détruit des magasins. Les Algériens, la nuit de cristal des Algériens, c'était le 17 octobre 1961. Parce qu'effectivement, Maurice Papon, qui est un vichiste, qui est un nazi, a pratiqué les mêmes méthodes que la police nazie de 1938 contre les Algériens. Et le nombre des Algériens raflés de cette nuit-là, selon les historiens, est de plus de 12 000. C'est l'une des rafles les plus importantes de toute l'histoire de France. Une bonne partie ont disparu. Et la disparition forcée, du point de vue du droit international, est un crime continu. Ça veut dire qu'à ce jour, l'État algérien, les victimes ou les descendants de leurs victimes peuvent poursuivre l'État français en justice, parce que le procès peut être ouvert. Parce qu'à ce jour, Badis, l'État français n'a jamais reconnu ce crime d'État. Il y a eu quelques mots François Hollande lorsqu'il était président en 2012 pour parler du massacre. Il avait dit qu'il y a eu un massacre, mais à ce jour, il n'y a pas de reconnaissance. Et Maurice Papon a bénéficié même, il a eu même la croix de la Légion d'honneur donnée par De Gaulle. Et le système politique a protégé Maurice Papon. Le système politique, c'est-à-dire Michel Debré, qui était chef du gouvernement. Le bras armé de l'OAS aussi, Maurice Papon. Oui, parce que... C'était son bras armé, il faut savoir se dire les choses. Il a défendu de l'OAS. Maurice Papon était le garant de la pérennité de l'OAS et de la destruction de tout ce que pouvait porter quelque chose d'algérien. Ça veut dire quand c'était des boutiques qui étaient détenues par des Algériens, il fallait les piller, les casser, les incendier. Quand c'était des Algériens qui travaillaient dans les chantiers, il fallait les terroriser et les jeter dans la Seine. Il détruisait tout ce qui était proche de près ou de loin au côté algérien. C'est ça, Maurice Papon. Il faut savoir le dire. C'est vrai. Et vous avez parlé tout à l'heure, Badi, de ce qui s'est passé la nuit du 8 février 1962. C'était une manifestation organisée par le Parti communiste contre l'OAS. Il y avait des Algériens. Et la police a poursuivi les Algériens dans le métro de Charonne où il y a eu 8 à 9 morts. À ce jour, on ne connaît pas le nombre réel des morts de 1961, 17 octobre. Parce qu'il n'y a pas que les Algériens qui ont été jetés dans la Seine. Il y a eu d'autres qui ont été tués dans le palais des sports. Non, ils ont été tués dans le palais des sports. Des communistes à l'époque. Tout ce qui ressemblait à un Algérien. Oui, c'est toutes les personnes qui manifestaient. Manifestaient avec les Algériens, le parc d'exposition. Certains historiens parlent de 300, 400, 1000. Il n'y a pas de chiffre exact. C'est un mensonge d'État aussi, parce que Maurice Papon, lui-même, a fait un communiqué pour dire qu'il y avait 3 morts. Il faut maintenant, en parenthèse de Noël,
Nouhed, rendre hommage à Jean-Luc Einaudi. Jean-Luc Einaudi, l'historien, c'était le premier qui a cassé le tabou. Parce que pendant 30 ans en France, on n'a jamais parlé de ce qui s'est passé. C'était l'omerta. Il fallait pas parler, c'était une omerta. C'était une omerta totale sur ce qui s'est passé le 17 octobre. Comme tous les crimes coloniaux, parce que, par exemple, hier, il y avait un rapport qui a été remis par des historiens au Sénégal, parce qu'il y a eu un massacre des tirailleurs sénégalais le 1er décembre 1944. Ils réclament leur droit, leur solde, parce qu'ils étaient dans la guerre, ils sont revenus, et donc ils ont été massacrés. Et ce massacre est resté sous silence aussi en France à ce jour. C'est un massacre. Donc le système colonial, les empires coloniaux cachent leurs crimes. De Gaulle, quand il était président, il a protégé Maurice Papon. Michel Debré a protégé Maurice Papon. Justement, j'allais rebondir là-dessus. Vous savez, quand on parle de complaisance d'État, Giscard d'Estaing, à titre d'exemple, il a été son ministre du budget. Oui. Donc vous voyez bien que c'est quelqu'un qui avait une carrière politique alors qu'il avait aussi une carrière de génocidaire, une carrière de tortionnaire. Il avait du mal sur le son. Moi, ce qui me choque, c'est qu'en 1945, quand la Seconde Guerre mondiale cessa, il y a eu une sorte de chasse aux sorcières par rapport aux collaborateurs. Toutes les personnes qui avaient collaboré. Mais ils étaient tous au courant du passé de Maurice Papon. Et il est resté à son poste et il a été encore promu à d'autres fonctions supplémentaires dans la complaisance de tout le monde pour qu'il fasse le sale boulot. Parce qu'il savait très bien qu'il avait fait déjà ce sale boulot pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient besoin de quelqu'un, d'un pitbull, je le dis avec énormément de respect pour nos amis les chiens, ils avaient besoin d'un pitbull pour attaquer tout ce qui était algérien. Donc ils ont fait quoi? Ils ont ramené un ancien tueur, un ancien génocidaire pour faire un nouveau génocide. Justement, il a été préfet de Constantine. C'était en 1945. Il était donc impliqué dans les massacres de Sétif, Galma, Kharata. Plus de 45 000 Algériens assassinés. Il a été condamné pour les rafles du Veldiv, mais pas pour le 17 octobre 61, pas pour le 8 mai 45. Comment expliquer ce deux poids, deux mesures? C'est l'État français. Parce que, comme le disait Faisal tout à l'heure, c'est effectivement des crimes d'État. Et des crimes d'État, il y en a eu plusieurs. Quand des policiers, quand des militaires sont impliqués dans des massacres, dans des assassinats de civils, ce sont des crimes d'État. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a effectivement une chape de plomb sur un refus de volonté. Tout à l'heure, effectivement, Papon, qui a servi l'Allemagne nazie, qui est promu haut fonctionnaire de l'État français, je suis désolé, mais même la France coloniale a fait pire. Elle a pris d'anciens nazis, des militaires nazis, qu'elle a intégrés dans des unités de légionnaires, qui sont ensuite partis parce qu'effectivement, ils avaient des compétences, des connaissances, une expertise pour massacrer des gens qui ont été ensuite envoyés en Indochine, durant les guerres coloniales, et beaucoup ici aussi en Algérie. Donc, ça reste des crimes d'État. Il y en a un qui est très peu connu aussi de crimes d'État, c'est le 14 juillet 53, donc c'est une année avant le déclenchement de la guerre de libération, à Paris, un 14 juillet, une manifestation avec des militants donc, du PCF, du Parti communiste français, de la CGT et aussi du MTLD, donc le mouvement pour le triomphe des libertés. Et donc, ce qui s'est passé, pareil. Pareil, non, mais avant l'heure, avant même la guerre de libération, des Algériens ont été massacrés. Les policiers ont ciblé directement la procession, donc le passage des militants algériens. Donc, comme je disais, c'est encore un crime d'État, et jusqu'à aujourd'hui, qui n'est pas reconnu, ça a été... c'est revenu il y a quelques années à travers un historien qui a écrit un livre sur ce massacre. Il y a eu je pense, entre 7 et 9 morts, beaucoup de blessés, une quarantaine de blessés, mais c'est quelque chose, c'est un crime que l'on découvre, encore une fois. Il y a aussi un film de Krupp-Feinstein qui retrace justement ce qui s'est passé, ça s'appelle Les balles du 14 juillet. Exactement. Voilà. Donc les balles, c'est pas le bal, donc la fête, mais exactement, les archives de la brigade fluviale, la brigade qui est donc sur le fleuve de la Seine, ont tous disparu.
C'était parce que, pour commencer l'enquête... C'est la police. C'est la police, elle a pu disparaître des archives, elle a pu disparaître les cadavres, elle a pu disparaître tous les documents. Et donc les silences des régimes coloniaux par rapport au crime, c'est pas nouveau. Il y avait d'autres crimes en Algérie déjà commis à l'époque coloniale française. Et Maurice Papon est devenu célèbre, peut-être vous connaissez la presse, pour un coup reçu, vous en donnerez 10. Ça veut dire qu'il a donné un permis de tuer à sa police. C'est contre un policier, si un policier tué, vous tuez 10 Algériens. Et il n'a été jamais inquiété, jamais il y a eu une poursuite pénale contre lui. Au contraire, comme l'a souligné Mahdi, il a été même primé par la médaille de Légion d'honneur. Il a eu des postes, etc. Et tout le monde a célébré lorsqu'il est mort. Donc, les Maurice Papon, l'esprit Maurice Papon et les méthodes de Maurice Papon sont recyclées aussi aujourd'hui en France. Hein, parce que si on revient sur ce qui s'est passé ces dernières années comme manifestation réprimée dans le sang, on dira que c'est une continuité de ce système colonial qui ne reconnaît pas les libertés, qui ne reconnaît pas la justice, parce que la justice française, qui donne souvent des leçons par rapport au procès, qui donne des leçons par rapport aux autres pays, ne s'est jamais saisie de ce massacre commis en 1961 à Paris. Je vais vous donner une petite anecdote qui s'est passée ce week-end. Le préfet de police, le préfet du 92, compte déposer plainte contre l'ancien maire de Clichy. Pour quelle raison? Parce qu'il l'a insulté. Il lui a dit, il l'a insulté d'être un Maurice Papon en herbe. Donc la seule chose dont je suis maintenant heureux, c'est que se faire traiter de Maurice Papon est devenu une insulte pour laquelle on porte plainte par un préfet de la République. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que les gens arrivent à comprendre quelle était l'ignominie de cet homme, quel était le génocidaire qu'était cet homme par rapport à ce qu'il a fait contre la communauté algérienne à Paris pendant ses mandats. Mahdi, je reviens vers vous justement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi accuser le gouvernement français de l'époque? Parce que Papon, oui, il répondait à des ordres tout de même, Mahdi. Il y avait de 58 à 62, il est évident qu'il y a eu une complaisance pour mater la rébellion. Exactement. Et mater tout ce qui pouvait devenir, ce qu'allait devenir justement l'Algérie. Et il est évident que l'armée coloniale devait donner des ordres aux différents préfets de France pour justement éteindre le soulèvement aussi en France. Ils avaient déjà beaucoup à faire en Algérie, où les moudjahidines étaient en train justement de les battre, pour en plus avoir en France autre chose à gérer, oui. Il fallait automatiquement donner des ordres à ces préfets-là. Mais Maurice Papon plus qu'un autre, parce que lui, il dictait aux ordres de l'OAS, et c'était une évidence absolue. La brutalité, la façon de faire, le je m'en foutisme par rapport à tout ce qui était algérien et l'envie de tuer de l'Algérien, l'envie de tuer de l'Arabe immédiatement, de le jeter dans la Seine en plein mois d'octobre à Paris. Tout le monde sait qu'au mois d'octobre à Paris, la Seine, combien de degrés il fait dans la Seine, que quand tu jettes quelqu'un à 2h, 3h, 4h du matin dans la Seine, c'est pas pour le repêcher après. C'était des meurtres prémédités. Michel Debré, Mahdi, pour aller dans le sens de la question de Nouhed, est un partisan de l'Algérie française. Michel Debré était chef du gouvernement à l'époque. Il avait donné ordre à Maurice Papon, ou du moins il savait ce que faisait Maurice Papon. La même chose pour Roger Frey, qui était aussi un partisan de l'Algérie française, qui a couvert les crimes de Maurice Papon, et même De Gaulle. Parce que De Gaulle, c'est lui qui a primé, il savait ce qu'a fait Maurice Papon en 1961. On ne peut pas nous dire que des années après, je pense en 1964-63, il lui donne une médaille ou le décor. Ça veut dire que, effectivement, le gouvernement français ou les autorités politiques de l'époque avaient couvert les crimes de Papon. C'est un crime d'État colonial caractérisé. Absolument. Je caractérise parce qu'effectivement, il y a eu des instructions claires, donc des instructions administratives. C'est pour ça que je parle de bureaucratie, justement, de la répression. Il a été un bureaucrate aguerri qui a fait de l'excès de zèle, d'ailleurs, pour chasser de l'Algérien. Donc, les ratonnades, c'est lui. Donc, il a inventé carrément, en fait, la chasse à l'arabe et à la chasse à l'Algérien qui plus est. Donc, vous voyez bien qu'il y a... Spécifiquement l'Algérien, exactement. C'est caractérisé. Maintenant, moi, j'aimerais revenir un peu sur ce qui a été dit par rapport à la reconnaissance, par rapport au gouvernement de l'époque. N'oublions pas qu'un État est responsable de son histoire, est responsable de son narratif, et qui plus est responsable de son passé colonial. On ne peut pas reléguer cela à une quelconque responsabilité
circonscrite, mais surtout aussi peut-être non avenue, alors qu'aujourd'hui, on continue, encore une fois, nous, côté algérien, côté victime de cette souffrance et ces affres coloniaux, à le fêter dans le sens pour cette continuité mémorielle. Donc on a besoin effectivement, comme la France, d'aujourd'hui, voir en face son passé et peut-être réviser. Et là, je reviens sur la reconnaissance, effectivement. Vous savez, Papon est un héros pour certains, comme d'ailleurs fut le maréchal Pétain. D'ailleurs, le paponisme et le pétainisme, c'est la même face les deux faces de la même pièce. Donc, vous voyez bien que pour certains, c'est des héros. Mais ça reste fondamentalement des tortionnaires, des gens qui ont du sang sur les mains. Donc, on a besoin, effectivement, aujourd'hui, et c'est un des leviers importants de réconciliation mémorielle, comment voir son passé colonial en face. Et pourquoi pas réviser son narratif, réviser son récit colonial, réviser ce qu'on appelle le roman national français pour y intégrer notamment ces jalons sombres, ces jalons violents qui ont été perpétrés par des gens quand même qui savaient ce qu'ils faisaient. Oui. Au-delà de l'instruction elle-même, c'est aussi une instruction qui vient de hauts lieux, de hautes sphères et qui est encore une fois un colonialisme d'État. Une chose aussi très importante, quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, l'image que nous voyons derrière nous, ici on noie les Algériens. Oui. Ça a été peint par des Algériens pendant justement ces événements-là sur les murs qui jonchent la Seine, qui sont au bord de Seine. Et cette image a fait le tour du monde parce que ce n'est pas une image qui a été, ou des mots qui ont été juste dits pour être dits, c'était la vérité de l'époque. On noyait exprès des Algériens en plein mois d'octobre pour les tuer. On ne les jetait pas à la Seine parce que c'était une bagarre, que ça a mal tourné, qu'on en a jeté 2-3 pour se débarrasser, que la Seine était... Non, non. On jetait les Algériens à la Seine pour les tuer. Et donc, voilà cette image. Cette image a été aussi une grande image de la période, justement, de colonisation. C'est un peu le tour du monde, Mahdi. Et il faut peut-être rendre hommage, on parlait d'historien, Jean-Luc Inaudet, que j'ai cité tout à l'heure, parce que lui, il avait écrit Octobre, massacre à Paris, Octobre 61, massacre à Paris, c'était le premier livre. Et d'ailleurs, le livre, quand il est sorti au début des années 80, je pense, à la fin des années 80, il a été, Jean-Luc Inaudet, accusé, attaqué, etc. Et le gouvernement de Bré à l'époque, lorsqu'il y a eu le massacre, a censuré les journaux, a empêché la création de commissions d'enquête, une commission d'enquête qui n'a jamais été créée à ce jour. Ça veut dire que le silence est resté total. Il faut saluer aussi le travail fait par Gilles Monserand, parce qu'il y a quand même des historiens qui sont courageux en France, qui essaient de débrouiller ce système colonial, ce mensonge d'État, ce mensonge qui continue. Il fallait attendre 1999 pour que la justice française évoque de bout des lèvres le massacre de 1961 en acceptant le terme massacre. Parce que regardez, si on fait le parallèle avec ce qui se passe de Gaza, aujourd'hui on vous empêche de parler de génocide. Oui. Alors vous ne parlez pas de génocide, ça veut dire que les systèmes coloniaux continuent. Ils ont les mêmes pratiques, ils ont les mêmes méthodes. Parce que ce qu'a fait le colonialisme français en Algérie, quand les Algériens en France ou en Algérie, le fait aussi le système sioniste, comme les autres empires coloniaux. Donc c'est un moment aussi très important. C'est pour ça que la mémoire est importante pour le rappeler. C'est pour ça qu'il faut faire des films, qu'il faut faire des documentaires, qu'il faut faire des livres. Je voulais saluer, ouvrir une petite parenthèse. Cette semaine, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu Mme Jamila Bouheled, une icône de la garde de libération nationale. Cette femme a été torturée par la police de Massu, général Massu, comme d'autres femmes, Louisa Terry Lahriz et d'autres. Cette femme était dans le réseau de la zone d'Alger et c'est vraiment un symbole, parce que c'est un symbole vivant, elle a 90 ans aujourd'hui. C'est un symbole de ces femmes qui ont aussi lutté, parce que dans ce qui s'est passé en 1961, c'était surtout des hommes, il y avait des femmes. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était une marche pacifique. Le FNA, la Fédération de France, une marche pacifique, ils ont demandé aux femmes de ne même pas ramener des épingles de cheveux. Vous ne ramenez rien de contendant, de ramener rien. C'est une marche pacifique pour demander l'indépendance de l'Algérie et pour casser le couvre-feu. Parce que le système Papan, il a imposé un couvre-feu uniquement aux Algériens. C'est du jamais vu dans l'histoire. Ça veut dire que c'est un système raciste, haineux, qui a abouti donc à des massacres qui sont venus après cette nuit du 17 octobre. C'était un système d'apartheid, donc clairement. Totalement. C'était de l'apartheid. Oui. Totalement. Moi, je vais vous dire, j'ai un gros problème avec un concept qu'on répète sans arrêt. C'est le concept de mémoire. Oui.
Je pense que maintenant, actuellement, en Algérie, on a besoin d'histoire, on a besoin de faits, on a besoin d'écrire, on a besoin... La mémoire, c'est un concept qui est très flou parce qu'on peut perdre la mémoire, on peut avoir une mémoire sélective, et c'est ce qui se passe de l'autre côté en réalité pour tout ce qui s'est passé en Algérie. Alors que ici, d'ailleurs, de l'autre côté, on parle souvent de mémoire collective, de mémoire, c'est-à-dire partagée, de mémoire... Non. Ce qui s'est passé ici en Algérie, qui a touché les Algériens, ne peut pas être partagé par ceux qui ont commis des crimes, ceux qui ont commis des massacres. Donc, effectivement, je pense qu'il est vraiment important de parler d'histoire, d'aller sur des faits, de faire des recherches, d'essayer de récupérer des archives, d'essayer d'avoir, et pas uniquement en France, des archives sur les crimes coloniaux commis en Algérie. Il y en a plein, ne serait-ce qu'à travers des agences de presse, à travers des médias de l'époque, un peu partout. On l'a vu par exemple avec les Yougoslaves, on l'a vu aussi avec avec René Vauthier par exemple. Il faut vraiment aller sur la notion d'histoire plutôt que sur la notion de mémoire. Moi, personnellement, me gêne énormément. Je pense qu'effectivement, je vous rejoins là-dessus. Après, c'est d'où la volonté du président de la République à mettre en place une commission qui, aujourd'hui, d'ailleurs, a rendu public beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, on parle de plus de 6536 000 martyrs, notamment algériens, depuis 1830. Donc, effectivement, il y a un travail de fond à mener. Un travail de fourmi, effectivement, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, parfois il y a une transmission verbale du récit et il n'y a pas suffisamment d'écrit. Maintenant, moi, j'aimerais juste revenir sur un point très important aussi que j'ai décelé dans le discours du président de la République. C'est la notion de projection. Puisqu'on parle du 17 octobre, on parle des descendants, notamment de ces victimes. Et j'en connais beaucoup aujourd'hui. Cet événement tragique, on a fait une lanterne pour guider, effectivement, cette diaspora, mais surtout aussi une espèce d'aspect immunisant, effectivement, puisqu'ils vivent en première ligne, qui plus est dans un contexte pas forcément favorable, et qui aujourd'hui fait d'eux des ambassadeurs de cette Algérie nouvelle. Le président, c'est pas anodin, c'est pas fortuit qu'il a évoqué effectivement les enfants aujourd'hui justement qui ont grandi et qui sont passés, j'ai envie de vous dire, de la 7e Mulaya, de porteurs de valises à des porteurs de projets, à des porteurs d'espoir, à des porteurs d'investissement, à des porteurs d'expertise. Et nous le voyons aujourd'hui. Donc vous voyez bien qu'il est fondamental de rappeler aussi ça, puisque c'est des enfants qui ont subi ces affres-là par le récit de leurs aïeux, en tout cas ceux qui ont survécu, et qui en ont fait aujourd'hui effectivement des fers de lance, notamment de l'Algérie nouvelle, l'Algérie en mouvement, et l'Algérie en première ligne, effectivement, pour défendre les intérêts de la nation. Et ce sont ces enfants Mahdi qui se mobilisent aujourd'hui partout à travers le monde pour la mémoire, justement, pour l'histoire de leur pays. Pour l'histoire de leur pays, parce que les enfants ont justement... Quel Algérien aujourd'hui, quelle Algérienne ou quel Algérien n'a pas un membre de sa famille qui n'a pas été touché de près ou de loin par la guerre de libération nationale? Personne. Toutes les personnes que vous connaissez autour de la table, et entre nous, nos familles, nos amis, tout le monde a un passé douloureux avec ce qui s'est passé. À des personnes, des oncles, des cousines, des tantes, des grands-parents, des parents qui ont combattu, qui ont perdu, qui ont souffert dans cette guerre de libération nationale. On a tous dans nos familles des moujahidines, des chouhada, on a tous dans nos familles des gens qui ont perdu, des membres de leur famille qui ont perdu, qui ont vu des atrocités. Et automatiquement, quand des dates aussi symboliques que celle du 17 octobre, ou comme celle du 1er novembre, ou que celle du 5 juillet, eh ben, ça fait immédiatement remonter justement à la surface l'émotion que ça a pu créer à toutes nos familles. Voilà. On vous voit ému. Pardon, Faisal, on vous voit ému. Mahdi Razar, Faisal, un dernier mot parce qu'on doit aller en pub. Oui, absolument, parce que pour aller dans le sens de Mahdi, parce qu'il y a un narratif aujourd'hui de l'extrême droite française qui nous dit qu'il y a eu des bienfaits de la colonisation, que la France était là pour nous civiliser, pour nous apprendre à écrire et à parler, et même à dessiner, et qu'il ne faut pas du tout parler de ces crimes. Non, c'est le moment, je suis d'accord avec Tarek par rapport à l'écriture de l'histoire, et les Algériens ont écrit l'histoire à travers beaucoup de livres, etc., mais il faut continuer de le faire, parce qu'on veut faire oublier ces crimes coloniaux. Et il faut rappeler également qu'il n'y a pas que les Algériens ou les Français qui ont parlé de cette guerre de libération, des atrocités qui se sont donc déroulées chez nous. Il y a également des auteurs d'Amérique latine ou voire même des États-Unis. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est du débat autour de cette date du 17 octobre 1961, on revient dans quelques instants.